Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. La communication multiculturelle nous est bien familière, nous les Biennoises et les Biennois, habitués à jongler entre différentes langues. Je dis bien différentes langues et non plus uniquement le français et l'allemand. D'où cette affirmation que met en exergue une exposition au nouveau musée biennois qui s'intitule « Le bilinguisme n'existe pas ». Pour nous en parler, j'accueille autour de cette table Virginie Borel. Vous êtes journaliste et spécialiste en communication de formation et directrice du Forum du bilinguisme depuis 2010. Allez, pour commencer, vous maîtrisez, parlez combien de langues, Virginie Borel? Moi, je suis un piètre exemple, en fait. Je viens d'une famille jurassienne où on ne parlait que le français, peut-être un tout petit peu de patois jurassien. Donc, j'ai grandi en une seule langue et l'allemand, c'est une langue que j'ai acquise difficilement à l'école, avec les difficultés des francophones. Et le dialecte, le suisse-allemand, je l'ai appris en tant qu'adulte parce que j'en avais besoin professionnellement. La réalité, elle est là, mais je parle aussi l'anglais, je parle un petit peu l'italien. Voilà, et j'adore ça. En fait, j'adore baigner dans d'autres langues et d'autres cultures. Florent Heitel, vous êtes conservateur du département d'histoire et commissaire de l'exposition « Le bilinguisme n'existe pas ». Vous habitez depuis 3 ans à Bienne. Je vais vous poser la même question. Quelles sont les langues que vous parlez, maîtrisez J'ai eu la chance de grandir dans un contexte multilinguistique. Mes parents sont suisses sémaniques, mais j'ai grandi dans la grison italien. Alors j'ai dû apprendre l'italien, le dialecte du village. Voilà, on oublie toujours qu'il n'y a pas que le bon italien, mais aussi les dialectes. Et puis après, j'ai fait mes études aussi à Neuchâtel et à Fribourg. Alors j'ai continué avec le français. J'étais une année en Espagne, voilà, avec l'espagnol. Alors j'ai eu la chance d'être en contact avec différentes langues. Mais ça fait combien en tout 5, 6. Et vous, combien de langues pensez-vous que l'on parle à Bienne ? C'est la question, entre autres, que notre équipe a posée aux passantes et aux passants dans les rues de Bienne. Je vous laisse découvrir leurs réponses. Le sondage est signé Bastien Beziger et Nicolas Meyer. Combien est-ce que vous pensez qu'on parle de langue à Bienne ? En tout cas, si je pars depuis chez moi, depuis ma maison, 4-5. 4 ou voire plus. Il y a 2 langues principales, le français et l'allemand. Et puis après, je pense qu'il y a toutes les communautés étrangères qui parlent encore leur langue de chez eux. Beaucoup d'Albanais, Libanais, Portugais, Espagnol, Italien, Français, Anglais, Allemand. Enfin, je pense qu'on arrive facilement à une bonne dizaine. Ce qui fait le charme de la ville, c'est ce que j'adore aussi. Environ 70. C'est plus d'une centaine donc. D'accord. Et puis, qu'est-ce que, selon vous, une ville bilingue, plusieurs langues qui se côtoient, peuvent amener ? Alors, je fais la différence entre la ville bilingue et puis la ville multiculturelle. La ville multiculturelle, ça donne beaucoup de diversité, avec ses avantages et aussi ses inconvénients. Quant à la ville bilingue, alors je sens, ça fait 14 ans que j'habite Bienne, je sens qu'elle est plus francophone maintenant qu'elle ne l'était il y a 14 ans. Par exemple, là, je cherchais un cadenas. Il y a pas mal de gens qui ne savaient pas comment on disait cadenas en français. Mais ça peut... Moi, je trouve que ça a beaucoup de charme. Le fait que, justement, il y a une multiculture et qu'il y a un bel échange comme ça, je trouve que ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. En fait, ma copine est allemande et comme elle ne parle pas français et que moi, je ne parle pas allemand, on s'est dit que c'était la meilleure ville pour vivre. C'était Bienne, en fait. Comme avantage, je pense que c'est une diversité culturelle avant tout. Et après, le désavantage, c'est qu'il peut y avoir quelques problèmes de compréhension par la suite, mais avant tout la diversité culturelle, je pense. C'est une bonne chose, ça permet un petit peu de varier un petit peu les mentalités, d'avoir des points de vue différents, plus de connaissances, une largeur d'esprit un peu plus grande justement. Et ça permet aussi de pouvoir voyager plus. Un Biennois, il peut travailler justement en Suisse alémanique comme en Suisse romande. Et ça, c'est une bonne chose, il y a un bon potentiel. Pour moi, c'est bien. On peut connaître des autres cultures, des autres pays, même si on ne les visite pas, on les voit à travers ces gens-là. Moi, j'aime beaucoup. J'aime aussi les langues de parler et puis aussi les nationalités. Comme ça, on touche beaucoup de nationalités et puis on a beaucoup de chance de parler.
Virginie Borel a chaud une réaction par rapport aux commentaires des personnes qui ont été sondées dans les rues de Bienne. Ah, ça fait tellement de bien, je trouve, de voir cette vision positive sur le bilinguisme officiel, la diversité, le pluriculturalisme de cette ville. C'est vrai que ça fait plaisir aussi qu'une personne ait relevé le sentiment qu'il y a plus de Français. Alors que si on regarde les réseaux sociaux, les gens se plaignent énormément. Les minoritaires ont tendance à râler systématiquement et pas voir ce qui fonctionne. Et ce reportage, il est extrêmement positif et moi j'aime bien parce que c'est ma perspective du verre à moitié plein que je préfère d'ailleurs. C'est aussi le cas pour vous, le verre à moitié plein. Florian Heitel qui habitait à Bienne depuis 3 ans. Ouais. Tout à fait. Alors, je suis content d'entendre que les avis des gens de la rue, c'est un petit peu les miens aussi, que la diversité linguistique, c'est quelque chose de richesse de la ville et on met en avant plutôt les côtés positifs et pas justement les problèmes que ça peut générer. Mais il y a une personne qui a été sondée qui a dit qu'il faisait la différence entre la ville bilingue et la ville multiculturelle. Vous la faites aussi, Virginie Borel ? Ah oui, et je pense que c'est très important de le faire parce qu'on oublie ça. Effectivement, la ville de Bienne, elle est officiellement bilingue. Ça remonte à 96, c'est aussi la création du Forum du bilinguisme, c'est toutes les années qui ont précédé, qui ont amené à ce bilinguisme officiel. Déjà, un terme qui ne fonctionne pas dans les faits, puisqu'on parle de bilinguisme officiel allemand-français, mais la réalité est qu'aucun germanophone ne s'exprime en Schriftdeutsch, en allemand standard, donc on devrait déjà parler d'au moins 3 langues. Puis après, dans les faits, c'est qu'effectivement, entre la Bienne de mon enfance et la Bienne d'aujourd'hui, elle est toujours plus multiculturelle et ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est la réalité, c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est ceux qui habitent cette ville, c'est ceux qui la font vivre et je pense qu'il faut véritablement regarder ces 2 dimensions pour comprendre la ville de Bienne dans son ensemble. C'est aussi le cas pour vous en tant qu'historien. Vous avez aussi cette vision de la ville de Bienne bilingue et puis de la ville de Bienne multiculturelle. Oui, je pense que c'est très important de faire la distinction parce qu'une chose, c'est la question administrative, juridique. Alors là, on peut parler toujours de territoire et langue. Alors un territoire a une langue ou voire 2 langues. Mais après, la réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que les porteurs de langue sont les gens bougent, les gens ne sont pas liés à un certain territoire, les gens se marient entre 2 cultures et langues comme ça. Il y a la migration, ça fait qu'il y a une diversité linguistique beaucoup plus grande. Et je pense que c'est ça la grande distinction qu'il faut faire. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à monter, à mettre sur pied cette exposition Le bilinguisme n'existe pas ? Oui, je pense parce que... Au nouveau musée biennois, je précise. Oui, tout à fait. Quand je suis venu à Bienne, je suis aussi venu à Bienne parce que je savais que c'était une ville de langue. Alors je savais tout de suite qu'il faut aussi faire une exposition sur la langue. Ça touche vraiment l'identité biennoise. Alors depuis l'extérieur, se demandent les gens avec quoi on associe Bienne. Avant que les gens disent les montres, Rolex, Omega, ils disent langue, le bilinguisme. Alors je me disais, il faut faire une exposition sur la langue parce que ça touche l'identité. Et j'ai vite remarqué, on ne peut pas faire une exposition sur le français et l'allemand parce qu'on touche vraiment une très petite partie de la question linguistique. Alors on a décidé de faire une exposition sur le multilinguisme. Et que pensez-vous d'un tel titre, vous qui dirigez le Forum du bilinguisme ? Il faut savoir qu'on a travaillé depuis le départ ensemble, alors je n'étais pas de mèche quant au titre, mais effectivement, moi j'aime bien ce clin d'œil à Ben, qui avait dit à l'époque « la Suisse n'existe pas ». Or, la Suisse existe bel et bien, et je trouve que, effectivement, de toute façon, j'aime bien qu'on tacle un petit peu, qu'on cherche justement à provoquer, à susciter des réactions, et je pense que c'est ce qui a vraiment de positif avec le titre de cette exposition et son contenu, c'est qu'effectivement, on cherche les réactions, on cherche à intégrer non seulement ceux qui veulent parler de bilinguisme, mais aussi tous ceux qui habitent cette ville, parce qu'effectivement, à l'accueil de l'exposition, vous pouvez déjà choisir une des 100 et quelques langues et pour avoir un mot de bienvenue. Et je pense que c'est extrêmement important de ne pas oublier que finalement, Bienne n'est rien d'autre qu'une petite Suisse au niveau
niveau linguistique. Ça veut dire qu'il y a une langue allemande qui est dominante, le français derrière, et puis un dialecte omniprésent, et toutes ces langues qui enrichissent notre paysage. Et ça, c'est aussi, je pense que c'était un clin d'œil important. Justement, c'est ma question suivante. Dans cette exposition, qui est très bien faite, ludique, assez accessible, on y apprend beaucoup, et notamment, il y a un tableau à l'entrée où il y a en fait toutes les langues qu'on parle en ville de Bienne. Et puis, alors, vous pouvez nous en citer quelques-unes, ou nous citer un petit peu le haut du tableau, si c'est possible. Oui, cette statistique-là veut faire ce qu'on fait en général dans l'exposition, c'est interroger le concept de ville bilingue. Est-ce que c'est vraiment une ville bilingue? C'est pour ça qu'on a choisi ce titre un petit peu provocateur peut-être, mais il faut aussi voir les sous-titres. Les sous-titres déjà une piste à l'exposition et aux langues parlées bien. C'est Bio-Bien, alors déjà le suisse alémanique et pas Biel, et puis Chita of Nyenjint Sprachen. Là-dedans, on a déjà les 5 langues majeures qui suivent justement le français et le suisse alémanique, c'est-à-dire l'italien, c'est-à-dire l'anglais, c'est-à-dire l'albanais et le Hochdeutsch. Et déjà là, je pense qu'il y a une certaine réaction que les gens ne savent pas le Nyenjint, quelle langue c'est, même si l'albanais, c'est la 5e langue de Bienne, parlée autour de presque 8 ou 9% de la population parle l'albanais. Alors ça, c'est une réalité neuve, c'est dû à la migration albanaise dans les dernières années. Ça montre vraiment que les relations de langue bougent beaucoup. Toujours, c'est bien sûr quelles statistiques prendre, comment on mesure ça, mais ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Mais en fait, en écho à ce que dit Florian, c'est clair que si on prend les tandems linguistiques, l'idée de base, c'est de rapprocher en termes de communication les francophones des germanophones et inversement. Peut-être nous expliquer ce que c'est qu'un tandem. C'est en fait le fait de mettre 2 personnes ensemble pour que c'est en complément d'un cours de langue, pour que la communication existe. Et on parle sur 1 heure de temps, par la moitié du temps en français, l'autre moitié en allemand, en suisse-allemand. Puis en fait, au fur et à mesure, cette diversité linguistique, elle est arrivée dans nos rencontres tandem. Et effectivement, au début, quand j'étais là, il y a une dizaine d'années, il y avait l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, si on voulait être un peu exotique. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est ce qui est intéressant, ce besoin de communication, il est très très présent à Bienne, et je pense que c'est déjà le fait qu'il y ait un bilinguisme officiel qui attire des profils différents, des racines de langue qui sont proches du français, proches de l'allemand, mais parfois des gens qui ont un profil migratoire qui, sans lien avec le français et l'allemand, simplement viennent rejoindre une communauté linguistique déjà en place. Et ça, c'est extrêmement riche à observer. Alors, cette communauté linguistique qui est déjà en place, est-ce qu'elle s'intéresse, par exemple, à des langues comme l'albanais ou peut-être des langues venues de très très loin aussi, d'Asie ou... Alors, ça dépend aussi comment vous voulez voir la chose, parce que évidemment il y a le bilinguisme officiel, et puis il y a aussi la valeur des langues. En fait, on la mesure à différents niveaux. Il y a une valeur culturelle, évidemment, les langues que vous avez, que vous maîtrisez, que les gens qui viennent à nos tandems maîtrisent, eh bien effectivement c'est une chance, c'est une richesse qui leur appartient, mais parfois ces langues ne sont pas valorisées, souvent d'ailleurs ne sont pas valorisées sur le marché de l'emploi. Donc au niveau de la valeur économique, eh bien évidemment on doit se recentrer sur les 2 langues officielles de la ville de Bienne, et avec une langue économique plus forte qui est quand même clairement l'allemand. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vous vois un petit peu... vous avez envie de répondre. Oui. Mais j'aimerais dire que, comme on a vu avant dans le sondage, les gens ont cité quelques langues. Déjà, c'est bien qu'ils ont cité plus que le français et l'allemand, mais ils se sont arrêtés à 4-5 langues. Ça montre aussi que la langue détermine fortement la vie sociale, et que les gens, plutôt, ils circulent dans une communauté linguistique ou 1 ou 2 communautés linguistiques et pas plus. C'est vrai. Et ça, on voit dans l'histoire aussi, dans l'actualité, que les langues séparent aussi. Par exemple, la vie associative, alors il y a les clubs sportifs qui sont organisés selon la langue. C'est pas ce qu'on appelle les barrières linguistiques. Exactement, ils sont là. Non, il n'y a pas de ghetto linguistique à Bienne, alors il n'y a pas de quartiers comme parle le français, d'autres allemands, ou dans les maisons on trouve toutes les langues. Non, mais quand même, la vie privée elle est beaucoup liée à la langue, aux communautés linguistiques.
de travail. Et puis après, là, c'est le moment où se mélange les langues, où il y a les zones de contact. Mais dans le privé, il y a une séparation. C'est pour ça que je ne suis pas étonné que les gens ne disent pas tout de suite on parle 100 langues à Bienne. Puis bon, il y a le phénomène de l'intégration aussi, qui est un sujet important en fait, parce que évidemment, ces gens, d'où qu'ils viennent, avec leurs composantes linguistiques, ils doivent s'intégrer dans une ville avec un profil atypique. De 3 langues, comme voilà. vous l'avez dit. Oui. Et effectivement, ça c'est aussi un énorme défi en fait. Donc même si les langues sont une richesse, à un moment donné, il faut s'intégrer à la réalité qui prévaut ici. Que surtout, je pense ici aux jeunes qui vont suivre leurs études. Et là, c'est extrêmement important. Et effectivement, il faut aussi dans les familles, il faut parler de ce thème-là parce qu'il y a les langues qu'on partage en famille qui sont, qui viennent de nos racines. Mais il y a ces langues dont les jeunes auront besoin pour pouvoir se former ici et plus tard trouver un emploi. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure ce thème de la valeur économique des langues, en fait, sans dénigrer la valeur culturelle des langues. Alors, en parlant de la valeur économique ou la valeur culturelle des langues, quels sont les impacts qu'on peut noter dans la ville de Bienne, par exemple, par rapport aux langues étrangères ? Comment on perçoit ça, autre de fait de les percevoir peut-être dans un milieu plus intime ou peut-être plus communautaire, mais comment elles sont vécues dans un monde professionnel, par exemple ? Alors si je prends le label du bilinguisme, qui est un des outils qu'on a au Forum du bilinguisme, c'est clair que l'idée, c'est de mieux connaître les compétences linguistiques du personnel d'une entreprise, d'une administration. Pas seulement l'allemand et le français, évidemment on part toujours de là, puisque c'est encore une fois ce bilinguisme officiel, mais ça permet de faire une analyse et puis une auto-évaluation de ses compétences dans d'autres langues. Et en fait, l'entreprise, l'administration découvre en fait la richesse, le potentiel humain. Et effectivement, j'aime bien citer l'exemple, mettons, du domaine médical, où là, la langue est extrêmement importante parce que on est face à quelque chose de très émotionnel. Donc, c'est vrai que tout à coup là, et c'est là peut-être qu'à l'origine de ces questions linguistiques, où on sait quelles sont les compétences linguistiques de tout le personnel, y compris le personnel qui est au nettoyage, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont pouvoir être utiles pour traduire, pour être vraiment les vecteurs de communication. Et ça, ça redonne tout son lustre à des langues qui ont peut-être, sur le marché direct de l'emploi, moins de valeur. C'est aussi une réflexion que vous avez menée dans le cadre de cette exposition par rapport à ces impacts-là, notamment, comme vous venez de l'expliquer, dans le cadre professionnel, et puis dans le cadre scolaire, comment ça se passe, par exemple, dans la formation ? Est-ce qu'on utilise vraiment ces langues, en fait ? C'est ça la question sous-jacente. Ouais, bon, l'école, c'est toujours tu peux presque dire le champ de bataille, si on veut, parce que là, qu'on décide finalement quelles langues vont être justement donner un impact dans la société. Et là, il y a les grands débats et les grands changements. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on attire les gens de l'extérieur en disant mais venez, vous pouvez scolariser vos enfants soit en français, soit en allemand, ou soit même dans la filière bilingue. Alors, c'est un grand atout pour Bienne, non ? Alors, on a là cette fierté. Il y a 100 ans, c'était le contraire. Alors, on a des documents de professeurs, des enseignants de l'école, des gymnases à l'époque qui disaient il faut faire absolument attention, on est dans une zone de contact entre langues et le pire qui peut arriver, c'est le mélange de langues. Alors, il faut bien séparer les enfants parce qu'il y a un risque qu'ils perdent leur langue maternelle et puis les langues mélangées, c'est une dégénération et puis c'est une perte de culture. Alors, il faut bien voir, c'est tout ça dans un contexte aussi de pensée raciale de l'époque, de l'entre-guerres, non ? Mais c'est intéressant comme ces concepts peuvent totalement changer dans l'enseignement. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience avec maintenant une fille de 4 ans qui est venue à Bienne ici quand elle avait 1 an et demi. Elle, à la maison, parle italien et le suisse alémanique, mais elle va dans une crèche qui est plutôt alémanique, j'avais l'impression. À bout d'un demi-an, j'ai compris qu'elle comprenait le français. On avait une visite de quelqu'un qui parlait français avec nous et on a noté, elle parle
Elle comprend le français. Alors, je vois qu'elle apprend vraiment en grande facilité les enfants les langues. Oui, tout à fait. Je pense que ça, effectivement, les recherches l'ont montré. En fait, il y a encore 30 ans, 40 ans, on disait aux parents, mais attention, vous devez choisir une seule langue, sinon le cerveau de votre enfant va être perturbé, sa croissance va être limitée. Enfin, vraiment, c'était clair. Il y a des jeunes, enfin des enfants de mon époque qui avaient en fait des parents de langues différentes, et on leur disait de faire vraiment extrêmement attention. Or, aujourd'hui, on a pris le contre-pied total de ça, et puis on a montré la plasticité du cerveau, surtout des enfants, puis effectivement, plus on met de langue de manière logique. Ça veut dire que si on parle avec son enfant dans une langue, il faut toujours parler cette langue-là et pas changer à chaque fois. Voilà, il faut que le code soit toujours le même. Mais si un grand-parent, un oncle, une tante, des amis parlent une langue et que le code est clair, l'enfant, sans aucun problème, va pouvoir passer d'une langue à l'autre. Et ça, c'est une révolution. Et c'est pas une révolution qui date d'il y a forcément très longtemps. On parle de 30 ans grand maximum. Et là, au niveau scolaire, on est dans cette même logique, en fait. Il y a les choses ont énormément changé. Vous citiez votre expérience, l'expérience de votre fille. Moi, quand j'étais au gymnase ici, on n'avait même pas les mêmes horaires parce qu'il ne fallait pas qu'on se croise. Dans la mesure du possible, il fallait qu'on ne se retrouve pas. Or, évidemment, aujourd'hui, on est clairement à l'opposé. On essaie véritablement de créer des ponts où on puisse se retrouver. Alors, il y a des ponts qui sont créés au niveau de l'éducation. Est-ce qu'il existe encore une langue du pouvoir ou une langue dominante ? Ouais, c'est une autre chose qu'on a analysé dans l'exposition. Est-ce qu'il y a une langue de pouvoir ? Historiquement, oui, il y a. On a noté plusieurs cas qui remontent vraiment. Il y a à l'époque celte même que les élites, ils ont pris la langue du pouvoir, alors soit le grec, après le latin, et puis l'élite biennoise, même si c'était une ville germanique, ont toujours parlé français. Aussi avec raison de commerce et politique. Alors l'élite parlait toujours les deux langues. Alors là, c'est bien sûr, c'est une question de langue et pouvoir. Et aujourd'hui, on observe que la langue peut aussi être une question de distinction, dans le sens que beaucoup de gens ont des problèmes à maîtriser la propre langue maternelle. Il y a même des barrières dans la langue maternelle. C'est pour il y a 1 million de gens en Suisse à peu près qu'on dit qu'ils ont un problème à lire et écrire la propre langue. Alors souvent on pense en barrière linguistique, on l'échange entre langues, mais la propre langue peut aussi être. Et là, on a tout de suite dans la question de formation, classe sociale, et la chance que les gens ont eue dans l'éducation ou pas, justement. Bon, on peut être aussi rétif à une langue, ne jamais l'apprendre et puis se sentir un petit peu en dehors de tout ce système, de tout peut-être ce côté un peu c'est génial de parler 2, 3, voire 4, 5 langues. Absolument. Et puis se sentir complètement en marge par rapport à ça aussi. Mais c'est le rapport, vous parliez de langue dominante, la langue dominante politiquement, c'est quand même l'allemand, il faut quand même et parce que la ville de Bienne est historiquement une ville plutôt germanophone, elle a eu une parenthèse française, Florian a aussi rappelé c'est le prestige de la langue française de l'époque, qui n'est plus tout à fait celui d'aujourd'hui, évidemment pas. Et c'est vrai que ça constitue aussi ce profil historique, mais sans qu'il y ait eu de quota, eh bien le français a continué quand même, depuis le 19e siècle, à prendre gentiment de la place et en intégrant, encore une fois, ces langues de la migration. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce qu'on parle pas tout à fait du même français aujourd'hui qu'il y a peut-être un siècle et demi à Bienne. Mais n'empêche que les langues sont toujours bien présentes. Merci Virginie Borel pour votre présence. Merci à vous Florian Eitel. Alors, je rappelle que l'exposition Le bilinguisme n'existe pas est à voir jusqu'au 22 mars au nouveau musée Bienne. Une exposition très bien réalisée, didactique, interactive pour les jeunes et les moins jeunes. Et prochainement, il y aura une conférence. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Florian Eitel ? Oui, nous avons une table ronde organisée ensemble avec le Forum du bilinguisme sur le paysage médiatique et les langues en Suisse, avec des représentants des médias nationaux et locaux qui débattent vraiment comment ça marche le paysage médiatique et linguistique. Est-ce qu'il y a un fossé des langues dans les médias et où vont les médias en Suisse dans les prochaines années? Je pense que ça peut être très intéressant. Ça l'est en tout cas. Ouais. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout bientôt dans Télé-Église.